Bonjour les amoureux de la toile, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle sélection des 10 meilleurs films de guerre, cette fois-ci concernant les années 60. Vous connaissez le concept, 10 films, c'est vous qui votez, c'est vous qui sélectionnez le meilleur des meilleurs. Mais pour commencer, les années 60, c'est une décennie qui a totalement révolutionné le cinéma de guerre et nous a offert des chefs-d'œuvre absolument intemporels. C'est la décennie des ancêtres des blockbusters d'aujourd'hui. De La Grande Évasion aux 12 salopards, ces films sont devenus des légendes, des monuments qui ont défini les codes du genre et des générations. Ils nous ont embarqués dans des missions impossibles, des évasions spectaculaires et nous ont montré le courage d'hommes ordinaires plongés en plein enfer. Mais par tous ces géants, lequel peut vraiment prétendre au titre de meilleur film de guerre de la décennie ? Aujourd'hui, comme vous en avez peut-être pris l'habitude maintenant, ce n'est pas moi qui vais décider, j'ai sélectionné pour vous 10 pépites du cinéma de guerre des 60s et c'est vous et personne d'autre qui allez voter pour élire les 3 finalistes. Alors, préparez-vous pour un choc de titans, restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment participer à ce vote historique. Prenez des notes, bien sûr. On commence très fort avec un mastodonte, une fresque titanesque qui a redéfini le mot épique au cinéma. Le jour le plus long de 1962. Comment ne pas commencer par lui? Le jour le plus long, ce n'est pas juste un film, c'est un véritable événement réalisé par un collectif de cinéastes. Le film retrace avec précision quasi documentaire le débarquement allié en Normandie, le fameux 6 juin 1944. Sa grande force, c'est de nous montrer l'opération sous tous les angles, les Alliés, les Allemands et même les civils français. Le casting est à l'image de l'opération monumental. John Wayne, Henry Fonda, Richard Burton, Robert Mitchum et même notre Bourvil national. La liste est juste interminable. Mais l'anecdote la plus dingue concerne sa production. Le producteur Daryl F. Zanuck voulait un réalisme absolu. Il a donc insisté pour tourner le film en noir et blanc, à contre-courant total de l'époque, pour un rendu brut presque documentaire. Avec l'aide de milliers de vrais soldats américains et français comme figurants, et conseillé par un certain Eisenhower, le film est devenu la super production de référence. Après la puissance brute, place à l'ingéniosité et à l'esprit d'équipe avec La Grande Évasion de John Sturges. C'est l'histoire romancée mais inspirée d'un fait réel de prisonniers alliés qui décident de s'échapper d'un camp nazi réputé inviolable, creusant non pas un mais 3 tunnels. C'est un chef-d'œuvre du suspense porté par un casting 5 étoiles, James Garner, Charles Bronson et bien sûr Steve McQueen dans le rôle qui a forgé sa légende, celui du capitaine Virgil Hilts, le Cooler King. L'anecdote culte, c'est évidemment la fameuse scène de la poursuite à moto. McQueen, pilote passionné, a réalisé lui-même la plupart des cascades. Mais pour le saut spectaculaire final, par-dessus les barbelés, c'est son ami le cascadeur Bud Akins qui a pris le guidon. Ce personnage de rebelle solitaire, cool même en prison, était bien sûr une pure invention pour le film. Un rôle écrit sur mesure pour Steve McQueen. En 1967, là, on quitte l'héroïsme quasi chevaleresque pour plonger tête la première dans la boue, le cynisme et la brutalité. Vous aurez reconnu les 12 salopards de Robert Aldrich. Il a été un vrai choc à sa sortie. Le concept est simple et génial. Recruter 12 criminels militaires, tous condamnés à mort pour de lourdes peines, pour une mission suicide juste avant le débarquement. Leur but, infiltrer un château rempli de hauts gradés nazis pour tous les massacrer. Mené par un Lee Marvin impérial, lui-même vétéran du Pacifique, le film rassemble une bande de gueules inoubliables. Charles Bronson, Telly Savalas, John Cassavetes et un tout jeune Donald Sutherland. Le film a choqué par sa violence et par son côté amoral. Robert Aldrich oblige. Fini les héros propres sur eux, place aux anti-héros qui tuent sans le moindre état d'âme. L'anecdote qui résume bien l'esprit du film, plusieurs des acteurs dont Marvin et Bronson étaient des vrais vétérans de la Seconde Guerre mondiale.
ce qui a ajouté une authenticité brute à leur performance. En 1961, donc avant les 12 Salopards, il y a eu le film qui a défini le genre de la mission Commando Impossible, Les Canons de Navarone. Réalisé par Jack Lee Thompson, le film suit une équipe d'experts alliés envoyés en Grèce pour une mission capitale. Détruire 2 gigantesques canons allemands installés dans une falaise et qui menacent la flotte britannique. Avec Gregory Peck en chef de mission, David Niven en expert en explosifs et Anthony Quinn en résistant grec, le film est une aventure épique, bourrée de suspense, de trahison et d'action. Il a d'ailleurs remporté l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, notamment pour sa scène finale de l'explosion, qui est juste spectaculaire. Le plus drôle, c'est que l'île de Navarone et ses fameux canons sont une pure fiction, inventée par l'auteur du roman, Alistair MacLean. Pourtant, le film est tellement convaincant qu'il a ancré cette mission dans l'imaginaire collectif, devenant le modèle de tous les films de commando à venir. En 1962, retour à un cinéma plus brut, plus intime, L'Enfer pour les héros de Don Siegel est l'antithèse des superproductions. On suit une petite escouade de GIs, à peine une douzaine d'hommes, qui doit tenir une position face à un blocos allemand, en faisant croire à l'ennemi qu'ils sont en fait toute une compagnie. Le film est un huis clos à ciel ouvert porté par une performance électrique de Steve McQueen. Il y joue Reese, un soldat dégradé, asocial à la limite du psychopathe, pour qui la guerre est le seul état normal. C'est un rôle sombre, intense, où McQueen prouve qu'il n'est pas juste une icône cool, mais un immense acteur. Et pour les cinéphiles, petit détail croustillant, ouvrez l'œil et vous pourrez apercevoir le très jeune Clint Eastwood en simple GI. C'est un concentré de tension pure qui annonce déjà la violence et le réalisme qui allait exploser à la fin de cette décennie. On est déjà à la moitié de la sélection et la compétition est déjà rude. Je vous vois vous torturer l'esprit. Alors avant qu'on découvre les 5 derniers prétendants, si vous êtes passionné par le cinéma classique hollywoodien et que vous voulez voir plus de contenu de ce genre, eh bien c'est le moment parfait pour vous abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous ne ratez rien de la phase finale du vote. Allez, on continue. 1964, le train. Ici, la guerre n'est pas seulement une affaire de balles, c'est aussi une bataille pour l'art et la culture. Le train de John Frankenheimer raconte l'histoire inspirée de faits réels de cheminots de la résistance française qui tentent par tous les moyens de saboter un train rempli de chefs-d'œuvre volés par les nazis. Porté par un Burt Lancaster au sommet de sa forme, le film est un thriller d'une tension de tous les instants. L'anecdote qui en dit long sur le film, c'est l'engagement total de son acteur. Lancaster a insisté pour faire la plupart de ses cascades. Pendant le tournage, il s'est foulé la cheville. Pour ne pas tout arrêter, le réalisateur a simplement intégré sa claudication au scénario. C'est un film unique qui pose des questions fondamentales. La beauté d'un tableau vaut-elle la vie d'un homme? Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez être curieux et retrouver la rétrospective totale de ce film sur la chaîne, où vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, en 1968, on passe à l'action pure, au grand spectacle et au rebondissement non-stop, réalisé par Brian G. Hutton, Quand les aigles attaquent, est le film de commando ultime, une équipe de choc menée par Richard Burton et un Clint Eastwood aussi cool que silencieux, est parachuté dans les Alpes pour infiltrer une forteresse nazie imprenable, le Nid d'Aigle, et le but est de libérer un général américain. Ce qui suit est un véritable festival d'action, de fusillades, de trahison et de scènes d'anthologie, comme ce combat incroyable sur le toit d'un téléphérique. Le film est une pure montée d'adrénaline. Une anecdote fascinante, c'est que le scénario a été écrit par Alistair MacLean, le même que pour Les Canons de Navarone. Il a écrit le livre et le script en même temps, créant une histoire complexe pensée comme un pur divertissement. À vous de me dire si c'est une réussite totale.
Passons au film qui est de loin le plus controversé de la liste. En 1968 sort Les Bérets Verts. C'est un grand film hollywoodien sur la guerre du Vietnam, produit, fait rarissime, pendant le conflit. Co-réalisé et porté par un John Wayne vieillissant, mais toujours aussi charismatique, c'est une œuvre de propagande américaine, totalement assumée. On y voit le colonel McCurby qui mène ses troupes d'élite au Sud-Vietnam. Malgré ses raccourcis et son patriotisme un peu débordant, le film est une fascinante capsule temporelle. John Wayne, fervent défenseur de l'intervention américaine, a mis tout son poids dans la balance pour monter ce projet, dans l'espoir de contrer le mouvement pacifiste. Résultat, un film qui n'a pas forcément bonne presse, mais un énorme succès commercial qui a prouvé que le Duc pouvait encore remplir les salles, même avec un sujet aussi explosif. Petit bond en avant, 1965, changement radical de temps et exception. On passe à une œuvre britannique puissante et étouffante. Dans La colline des hommes perdus de Sidney Lumet, l'ennemi n'est pas de l'autre côté du champ de bataille. La guerre se passe à l'intérieur d'un camp disciplinaire britannique en plein désert libyen. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on suit 5 nouveaux prisonniers face au sadisme de leur sergent. Leur punition, grimper encore et encore sous un soleil de plomb une colline de sable. C'est un huis clos psychologique brutal qui dénonce l'absurdité du système militaire. Porté par un Sean Connery exceptionnel, à contre-emploi total de son James Bond de l'époque, le film est un vrai coup de poing. Il prouve que l'enfer de la guerre, ce n'est pas toujours le front. Le dernier film du jour, 1966, et on termine ce voyage avec une aventure grandiose qui nous emmène loin de la Seconde Guerre mondiale. Dans la canonnière du Yangtze de Robert Wise, on est en Chine en 1926, en pleine guerre civile. Steve McQueen, encore lui, et oui, vous remarquerez qu'il se distingue dans 3 films sur 10. Il joue Jack Holman, un mécanicien en chef sur une canonnière américaine qui patrouille sur le fleuve Yangtze. C'est une fresque spectaculaire sur le choc des cultures et la neutralité impossible. Le navire se retrouve piégé entre les factions chinoises et l'équipage doit se battre pour survivre. Le tournage a été épique et Steve McQueen y livre l'une de ses performances les plus touchantes. Ce qui lui a valu d'ailleurs sa seule et unique nomination à l'Oscar du meilleur acteur. C'est une œuvre magnifique et mélancolique qui annonce les grands films de guerre fluviaux comme par exemple Apocalypse Now. Et voilà, 10 films, 10 monuments, on voit très nettement l'évolution du cinéma de genre entre les années 40 déjà présentées et ces années 60, 10 visions de la guerre qui ont marqué à jamais le cinéma. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Votre mission, si vous l'acceptez, choisir les 3 films qui, selon vous, méritent d'aller en finale. C'est très simple, allez dans les commentaires et donnez-moi votre top 3. Écrivez juste les titres que vous avez choisis, à savoir si vous êtes plutôt grand spectacle, suspense insoutenable ou drame social. Je vais compiler toutes vos votes et dans un post, comme d'habitude, je vous solliciterai ensuite pour choisir le meilleur des meilleurs. Merci d'avoir regardé, j'ai hâte de lire vos choix et n'oubliez pas, le cinéma comme à la guerre, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Aujourd'hui, les vainqueurs, eh bien, c'est vous. Alors, à très bientôt. Portez-vous bien, bonne toile. Ciao, ciao!